qui sont mes invités, vont nous parler d'une pratique très ancienne qu'est la géobiologie et de quelle façon ils l'exercent. Bonjour vous deux. Bonjour. Alors c'est vrai que cette discipline, je suis vraiment très contente de pouvoir en parler avec vous car elle m'a toujours interloquée, passionnée. Et en fin de compte, je me suis toujours demandé, mais pour commencer, en quoi consiste-t-elle, la géobiologie? Disons que la géobiologie, le terme est très récent, hein, puisqu'il date du XXe siècle. En réalité, on va dire nos anciens l'ont pratiqué, alors bon, je ne sais pas exactement, peut-être depuis le début, en gros, puisqu'on peut retrouver on va dire des pratiques de géobiologie au niveau des sites néolithiques, etc. Hein. On sait très bien que les dolmens, menhirs et tout ce type de monuments et de lieux sacrés n'étaient pas placés au hasard. Ensuite, le terme géobiologie, lui, apparaît au XXe siècle. Et en fait, il décrit les phénomènes qui sont liés alors, à la géologie et à la Terre en général. Et il décrit donc les phénomènes qui sont liés à ça et qui interviennent sur le vivant. En fait, qui mettent en relation la vie des hommes au sens large avec les phénomènes donc, environnementaux. D'accord. C'est ça la géobiologie en fait. D'accord. Et ça concerne tout le vivant, que ça soit l'homme, l'animal et le végétal. Tout à fait. Tout à fait, ouais. D'accord. Mm. D'accord. Et donc, sur le terrain, ça se passe comment? Alors bien, en général. C'est-à-dire que, alors après, bon, chaque géobiologue, bien entendu, va avoir ses propres protocoles, ses propres pratiques. Hein, nous, de notre côté, nous travaillons sur un point de vue physique. Nous travaillons avec les baguettes de sourcier. Et puis, nous travaillons aussi un peu avec le pendule. Une baguette universelle aussi. Une baguette universelle pour Nathalie. Et puis, en réalité, tout ça, ce ne sont que des outils qui prolongent notre corps et qui prolongent notre intuition. En fait, ça nous arrive même assez souvent de travailler, on va dire, sans rien, avec nos mains. Et dans ces cas-là, on travaille avec un ressenti, tout simplement. C'est-à-dire qu'avec une connexion toujours pareil, à l'environnement, aux présences et aux énergies qui sont présentes, et avec une connexion aussi, alors nous on dit au divin, mais en fait une connexion qui est une énergie qui est bien plus élevée, bien plus puissante que nous. Nous ne sommes que des outils en fait. Après, chacun ses croyances, on peut l'appeler l'univers, la puissance de vie, le divin, peu importe. Quelque chose qui est plus haut que nous, plus puissant. D'accord. Donc, en fin de compte, être géobiologue, ça nécessite des qualités à la fois techniques et sensorielles. Parce qu'en fin de compte, quand vous êtes dans un lieu, vous arrivez à ressentir s'il y a des mémoires, s'il y a des influences, que ça soit extérieures, intérieures, telluriques, cosmotelluriques. Enfin, je pense que ça englobe pas mal de phénomènes. Oui, parce que on a besoin de travailler énormément l'ancrage dans notre métier. Ancrage et puis connexion donc tertielle en fait pour être bien aligné, pour pouvoir trouver les différents phénomènes. Parce que souvent ce qui se passe au début, on le voit beaucoup avec nos stagiaires en formation, ils sont tout contents avec les baguettes, ils se baladent et puis clac, les baguettes n'arrêtent pas de s'ouvrir, et bien, il y a quelque chose là, il y a quelque chose là. Mais en fait, nous, on travaille beaucoup avec l'intention. C'est-à-dire, on ne part pas comme ça en disant on va voir ce qu'on découvre, on part en disant voilà, on cherche un réseau, on va trouver le réseau. Et sinon, les baguettes s'ouvrent partout. Donc, c'est vraiment l'importance de l'intention qui est primordiale. Il y a un proverbe chinois que je répète souvent en stage et que j'aime bien, c'est « si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne sais pas ce que tu trouves ». Ah oui. Donc, c'est vrai que si on se promène, quel que soit l'endroit de toute façon, hein, avec des baguettes ou un pendule, on va forcément trouver des énergies, des couches de n'importe quoi, il y en a partout. Donc forcément, les appareils de mesure vont réagir. Mais ce qui est important, ce n'est pas que l'appareil de mesure réagisse,
c'est qu'on cherche quelque chose précisément. Et si ce quelque chose est présent là où nous sommes, cela va faire réagir l'instrument de mesure. S'il n'est pas là, ça ne réagit pas. Mais au moins, on sait s'il est là ou s'il n'est pas là. Ensuite, nous, notre travail est de savoir quoi chercher. Et à partir de là, on a en quelque sorte une sorte de… un peu comme une liste de phénomènes fréquents. Et on part de ça. Après, bien entendu, il n'y a pas de limite. Donc, on peut tomber sur de nouveaux phénomènes. Mais au départ, on a une liste bien précise des phénomènes les plus courants que nous rencontrons. On les passe en revue et puis on commence le travail à partir de là. D'accord. Et j'avais essayé, effectivement, j'avais expérimenté une baguette et ça m'avait assez frappée parce que quand j'étais sur le terrain, j'avais pris donc cette baguette, j'avançais sans aucune intention et la baguette n'a pas du tout réagi. Et quand j'ai recommencé avec l'intention de chercher de l'eau, à un moment, en avançant, la baguette a réagi là où il y avait le point d'eau. Alors qu'avant, sans l'intention, sans rien, je pensais à rien du tout, elle n'a pas du tout réagi. C'est ça qui est assez étonnant. Moi, ça m'a vraiment étonnée sur le coup. Et je l'ai refait plusieurs fois et c'était toujours la même chose. Oui, c'est comme ça que ça marche. Ah ouais. L'intention et la concentration aussi. Oui, parce qu'il suffit qu'on cherche quelque chose et puis on pense à autre chose, ça y est, tout est faussé. Ah non, c'est vraiment étonnant. Et donc, quand vous arrivez, quand on vous appelle, par exemple, une personne qui est tout le temps fatiguée ou tu peux avoir aussi des maladies ou divers problèmes de santé, comment vous procédez? Vous arrivez dans la maison parce que qu'est-ce qui vous fait dire que c'est soit extérieur, soit intérieur, soit ça peut-être aussi venir de certains objets, je ne sais pas, il y a peut-être des mémoires aussi dans les objets, dans les murs. Comment vous procédez? Donc, il y a chaque cas est vraiment individualisé. C'est-à-dire que on a quand même des constantes au niveau des phénomènes telluriques. Ensuite, il y a d'autres phénomènes qui interviennent. Donc, ce que l'on va faire, en gros, nous, c'est notre manière de travailler. Parce qu'en plus, alors, ce qui est important aussi de préciser, c'est que nous allons travailler sur les phénomènes présents, mais vraiment où nous insistons le plus et où l'on passe le plus de temps en réalité, c'est sur le fait de rechercher la résonance entre les phénomènes trouvés, les phénomènes présents donc dans un habitat, et les personnes. Quelle est la résonance entre ces phénomènes et les personnes? Et ça, c'est encore plus vrai sur ce qu'on appelle, nous, les phénomènes du monde invisible, c'est-à-dire tout ce qui est présence d'âmes humaines, entités non humaines et mémoire des murs dont tu parlais tout à l'heure. Parce que localiser ou identifier un phénomène, ce n'est pas très, très difficile. À partir du moment où on a les protocoles, où on sait faire les choses, ce n'est pas très compliqué. Par contre, nous, vraiment, tout le travail consiste à voir pourquoi, par exemple, une personne qui était peut-être déjà malade, donc on va dire avec des défenses immunitaires affaiblies, déjà un peu fragilisées, fatiguées, avec une santé donc un peu déficiente. Pourquoi est-ce qu'elle est venue dans une maison qui va accentuer encore son problème de santé? C'est-à-dire avec une maison avec une fréquence basse, avec des phénomènes bien particuliers qui vont aggraver son cas, on va dire. Donc, c'est ça qui nous intéresse, en fait. Donc, on va intervenir sur ces phénomènes, on va les passer en revue, comme je te disais tout à l'heure, et ensuite, en fonction des phénomènes rencontrés, nous allons commencer à communiquer, à partager avec la personne, puisque c'est un travail d'équipe, en fait. Les personnes chez qui nous sommes restent avec nous et travaillent avec nous. Et on leur explique tout au fur et à mesure pour qu'ils puissent bien suivre. D'accord. Voilà. Et à partir de là, par rapport à tel ou tel phénomène, par rapport aussi aux informations que nous allons recevoir au fur et à mesure, on va dire par rapport à notre intuition, on met les mots que l'on veut, on va leur dire, tiens, nous on ressent par exemple telle émotion ou telle… par exemple, on va ressentir une émotion de tristesse, une émotion de colère ou des choses comme ça.
et nous allons voir avec les personnes si cela leur parle. Et à partir de là, dater de à quand remonte cette émotion de colère, par exemple, pour pouvoir y mettre derrière ou un événement ou quelque chose qui se serait passé dans leur vie. Et ce qui nous permettra de pouvoir intervenir aussi sur cette mémoire. Alors, intervenir dans le sens où ce qui est important, c'est que la personne prenne conscience peut-être que cette blessure, que ce traumatisme qu'elle a eu à ce moment-là, qui a pu donc ou attirer ou créer une entité, par exemple, une entité de colère ou de tristesse ou quoi que ce soit. Mettre cela en lumière de manière à ce que la personne puisse ensuite travailler aussi avec un thérapeute. Parce que si cette entité est là, cela veut dire que cette blessure n'est pas réparée ou n'est pas refermée. Ça peut aboutir même plus loin sur des mémoires de transgénérationnelles chez les personnes, auquel cas il y a un début de réparation qui se fait. Bon, après, à la personne de faire un chemin. Hein. On sait bien que tout est multifacteur maintenant et que les troubles physiques pour lesquels souvent on nous appelle troubles du sommeil, fatigue, tout ça, ce sont des facteurs multiples tels que effectivement l'habitat qui peut venir appuyer sur les faiblesses et les fragilités du corps physique, mais aussi les émotions, aussi l'environnement, la pollution et tout ça. Et ça me fait penser à une maison qu'on avait faite dans le coin où une des premières âmes qu'on rencontre, on sentait des effluves d'alcool. Donc on dit voilà, l'alcoolisme, ça vous parle, et le jeune nous dit oui, tout à fait, moi j'ai tendance un peu à déborder trop au niveau de l'alcoolisme, donc c'était ça. Et puis même pas une heure après, on tombe sur une âme. On ressentait vraiment très fort une espèce de folie. Dans ces cas-là, on entend des espèces d'hurlements ou des choses comme ça. Et donc, on demande aux personnes et la jeune femme nous dit bah oui, moi j'ai déjà fait un séjour à un hôpital psychiatrique et j'ai une tante qui est, je ne sais plus si elle était schizophrène, la tante. Ouais, mais elle était donc, hospitalisée. Ouais. Et ces jeunes-là, ils n'habitaient pas encore cette maison, ils étaient en train de la retaper. Ils étaient tombés pile poil sur on va dire, les faiblesses, les fragilités qu'ils avaient les déséquilibres qu'ils avaient à travailler pour leur propre évolution. Donc, c'était vraiment intéressant. À chaque fois, c'est très intéressant. C'est-à-dire que là, ils avaient choisi une maison qui, vibratoirement, mais c'est toujours comme ça en fait, hein, mais là, on avait vraiment bien la démonstration qu'ils avaient choisi une maison qui était, avant même qu'ils l'habitent, qui était déjà en résonance avec eux, puisque les phénomènes rencontrés étaient déjà en résonance avec ce qu'ils vivaient au quotidien. Ouais, c'est ça qui est fou, mais ça se demandait si aussi c'est eux qui choisissent la maison ou si c'est pas l'inverse, ou c'est pas aussi la maison qui les appelle. Je pense que c'est les deux en fait. Dernièrement, la dernière maison, je crois qu'on a faite sur Millau, donc à distance. Hein. On travaille à distance aussi, c'est la même chose. Il nous avait dit que voilà, c'était un couple et il nous a dit quand on a choisi cette maison, moi j'étais en dépression, j'étais très mal, donc la maison leur allait bien. Et puis lui, il a fait un gros chemin aussi, il a des capacités, il a beaucoup de capacités extrasensorielles. Et donc maintenant qu'il a fait un gros travail, un gros chemin sur lui-même, il n'est plus du tout en adéquation avec la maison. Donc il nous a fait intervenir pour qu'on puisse rééquilibrer, réharmoniser tout ça. Et donc au départ ça lui convenait parce qu'il était en dépression, donc vibration évidemment de fatigue, de vibration basse entre guillemets, hein. Ce sont des polarités. Et donc après ça lui convenait plus du tout, donc il était vraiment très mal dans cette maison. Donc en même temps, quand la maison nous choisit, c'est qu'elle demande aussi peut-être à être guérie, je veux dire entre guillemets, parce qu'en fin de compte, après, c'est ce que vous avez fait dans le lieu, vous l'avez réharmonisé. Oui, tout à fait. En plus, elle avait une relation avec l'église qui était pas très loin, qui était à un pâté de maison, vraiment pas loin du tout. Une ancienne église qui avait été détruite alors qu'elle était en très bon état pour construire un EHPAD. Et donc, ça posait vraiment problème. Quoi. Donc, effectivement, ça répare, entre guillemets, la maison. Ça répare les personnes, la maison. Mais je crois aussi que avant même l'idée de réparation ou de guérir, entre guillemets, une maison,
c'est surtout la fréquence qui intervient. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été en dépression au moment où il a pris cette maison, il n'aurait pas pu entrer dans cette maison ou même accepter, ou même la vie n'aurait pas mis cette maison sur son chemin. Ouais. Il n'aurait pas pu supporter l'ambiance de la maison parce que la maison avait vraiment une vibration très très basse, donc le taux vibratoire très très bas. Et si lui n'avait pas eu, par sa dépression, sa fatigue et voilà, ses fragilités du moment, s'il n'avait pas eu lui-même une fréquence, on va dire, plus basse que la normale, ou qu'aujourd'hui, il n'aurait pas pu supporter cette ambiance. Et c'est ce qui se passe quand on dit ah ben non, cette maison, je ne la sens pas, je ne veux pas habiter là-dedans, elle ne me plaît pas, ou quoi que ce soit. À ce moment-là, on trouve toujours tout un tas d'excuses, là aussi, entre guillemets, pour dire bah non, cette maison ne me plaît pas ou je ne la sens pas. En fait, à ce moment-là, c'est tout simplement, enfin, en dehors du fait, c'est sûr, si vraiment elle ne convient pas à nos critères, ok, mais si elle avait pu correspondre à nos critères, mais qu'on ne la sent pas, c'est bien là, pour nous, en tout cas, une différence de fréquence. On n'est pas dans la même fréquence que la maison. Ah, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on se sent mal souvent dans des lieux qu'on ne connaît pas, qu'on visite. On peut d'un seul coup se trouver presque mal, presque avoir la tête qui tourne. En fin de compte, c'est lié à tout ça, quoi, à tous ces fréquences. La géobiologie permet de peaufiner ce premier sentiment de on se sent bien, on ne se sent pas bien. On va aller plus loin, oui, parce qu'il y a une cheminée cosmotellurique, ou il y a un croisement de réseau qui vient perturber, ou une âme, ou une entité, ou une mémoire des murs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle cheminée cosmotellurique? Ça, c'est ce que vous m'avez donc envoyé comme photo. Donc, là, on la voit physiquement sur le… Enfin, les traces. Son oui. influence, on va dire. On voit l'influence. Donc c'est ce qu'on voit là, c'est le cercle. C'est le cercle, voilà, c'est ça. Ah, oui, d'accord. Donc, il y en a une autre qu'on voit, que vous m'avez aussi envoyée. Alors, c'est la même cheminée, mais vue de plus loin, en fait. Oui, mais là, je trouve qu'on voit bien aussi, effectivement, la marque voilà, au sol. Au fond, c'est vraiment impressionnant. Donc, si on construit une maison dessus, ça fait quoi? Alors, là exceptionnellement, c'était une cheminée cosmotellurique de polarité positive. Parce qu'en géobiologie, on a donc les deux polarités. Alors, on parle de polarité parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal ou quoi que ce soit, en fait. Quand on parle de polarité positive, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui nous donne de l'énergie. Polarité négative, c'est un phénomène qui nous en prend. C'est simple. Bon. Là, c'est donc une cheminée cosmotellurique. C'est alors, pour vraiment faire simple et schématiquement, c'est une sorte de colonne qui en haut de cette colonne a une espèce de corolle, et puis qui va s'enfoncer, donc qui est hors sol, on va dire, et qui va s'enfoncer aussi dans le sol, qui va avoir une partie donc, dans le sol, et à l'extrémité de cette partie dans le sol, on va se retrouver avec une espèce d'oignon. Voilà. Un peu comme une plante, en fait. Un peu comme une plante, oui. Un peu plus gros. À une époque, je prenais un peu l'exemple du poireau. C'est un peu cette forme-là. Donc, une cheminée cosmotellurique, en réalité, ce n'est pas tout à fait un phénomène cosmotellurique, c'est un être, parce que c'est un phénomène qui se déplace, c'est un phénomène qui respire. Et donc, on va se retrouver avec un cœur qui fait 60 cm de diamètre. Et au-delà de ce cœur, on va se retrouver avec des couches énergétiques que l'on peut ressentir avec les mains, quand on a un petit peu l'habitude. Et ces couches, elles vont se succéder, un peu comme des couches comme les couches d'un oignon. Donc, on appelle ça donc une cheminée parce que ça a aussi un effet positif, malgré tout, puisque cela relie les énergies de la Terre, les énergies telluriques, aux énergies cosmiques. Donc, il y a un échange. Et il y a en même temps aussi une forme de respiration, puisque les couches, comme ça, on va dire, comme si elles respiraient, en fait, et puis elles reviennent. C'est un peu comme des points. Il y en a qui disent que ce sont des points d'acupuncture de la Terre. C'est ça. Ça permet de respirer. D'accord, mais ce qui est étonnant, c'est que ça se déplace. Moi, j'aurais pensé que ça serait fixe. Ça se déplace. Alors, ça va se déplacer selon certains critères. Là, par exemple, la photo que tu as montrée, c'est une cheminée donc, de polarité positive et qui était placée sur un croisement de réseaux telluriques positifs. D'accord.
les cheminées de polarité négative vont se déplacer et se placer sur des croisements de réseaux négatifs. Hein. On peut pas, voilà, on peut pas faire l'inverse. Donc, ces cheminées, on va les retrouver, elles vont être attirées aussi par rapport à la fréquence du lieu. Donc, elles vont être attirées par la fréquence, par le taux vibratoire du croisement, par exemple. Plus le croisement va être important, donc dégager de l'énergie positive ou négative, plus la cheminée sera importante sur ce croisement. Mais on va retrouver aussi des cheminées de polarité négative, par exemple dans les cimetières, sur les champs de bataille, ou dans des maisons à fréquence basse, c'est-à-dire donc des maisons où il y a par exemple de gros soucis émotionnels, donc liés à des divorces, liés à la maladie, liés à de la violence, liés éventuellement à de la dépression, les choses comme ça. Et on peut rencontrer des cheminées, c'est très rare dans les personnes qui nous appellent, hein, mais on va rencontrer aussi peut-être des cheminées donc, de polarité positive dans des lieux où justement où tout va bien. Alors, les cheminées de cosmotellurique positive, on va les retrouver sur les lieux sacrés, par exemple. Sur les hôtels, les églises romanes, voilà. Comme ça. C'est toujours une question de fréquence. Mais par contre, à partir du moment où une cheminée de polarité négative, puisque c'est ce que l'on rencontre le plus, nous, dans notre travail, va arriver dans une maison, eh bien entendu, si elle arrive dans cette maison, c'est que déjà la fréquence n'est pas très, très élevée, mais elle, en plus, elle va en remettre une couche, c'est qu'elle le dire. Et donc, elle va continuer d'abaisser le taux vibratoire, ce qui va en même temps attirer d'autres phénomènes liés à la polarité négative. Ça va en même temps fatiguer encore un peu plus les personnes. Ça va créer des synchronicités négatives, c'est-à-dire attirer des événements, on va dire plutôt contraignants pour les habitants, des événements négatifs. Ça va, tu vois, à chaque fois, c'est un cercle vicieux en fait. Je voudrais juste faire une parenthèse, c'est que les maisons, les maisons ou appartements, mais on va dire les lieux, ne sont pas les causes de nos difficultés. Hein, ce n'est pas une maison qui va nous rendre spécifiquement malades. Par contre, les phénomènes présents dans cette maison peuvent favoriser effectivement des pathologies, des déséquilibres, etc. Mais comme on disait au départ, il y aura quand même eu au départ justement une résonance pour qu'on aille habiter dans cet appartement ou cette maison à fréquence basse. Il aura fallu de notre part, mais ce n'est pas une question de responsabilité ou de culpabilité, on n'est pas coupable de ça. C'est simplement qu'à ce moment-là, c'est cette fréquence-là que l'on peut supporter. C'est pour ça qu'on appelle des maisons souvent des maisons à cancer, des maisons à divorce. C'est ça. Parce que c'est cette fréquence à ce moment-là qui est présente dans cette maison par rapport à des phénomènes comme notamment une faille tellurique. Une faille tellurique va favoriser les cancers. Ou les courants d'eau souterrains va aussi fragiliser les personnes. Du coup, si on est déjà, nous, dans une fréquence où on n'est pas très bien, on aura plus tendance à aller dans ce genre de maison que dans une maison avec une fréquence trop élevée, parce que ça, on ne supportera pas. Mais c'est instinctif. C'est pas, on ne se dit pas, tiens, j'y vais pas, c'est trop bien pour moi, quoi. Bien sûr, c'est sûr. Et donc là, pour en revenir aux cheminées telluriques, il y a des éleveurs là où ils ont leur cheptel, qui d'un seul coup, ces animaux sont affectés par certaines ondes sûrement, mais d'un seul coup comme ça. Alors, c'est peut-être pour ça que quand une cheminée, tu dis tellurique, se déplace, c'est peut-être que d'un seul coup, elle arrive sur le terrain où il y a les animaux. Et les éleveurs qui sont pourtant des fois très sceptiques, ils sont contraints de faire appel à des géobiologues pour sauver leur cheptel d'une certaine maladie ou parce qu'ils ne produisent plus de lait, leurs vaches ne produisent plus de lait. Et donc, en fin de compte, les résultats, parce que même s'ils n'y croient pas trop, mais les résultats à la fin sont vraiment étonnants. Et là, on ne peut pas dire que c'est un effet placebo, puisque l'animal ne sait pas ce que va faire le géobiologue. Donc, en fin de compte, ce serait dû aussi à ça, à toutes ces ondes qui se déplacent. Alors, il y a toujours plusieurs facteurs. Ça peut être on a souvent trouvé des failles sur là où ils mettent les vaches, ça s'appelle pas une étable, c'est stabulation. Stabulation, voilà. Les stabulations sont de plus en plus grandes parce que les élevages sont de plus en plus grands. Donc, plus il y a de surface, plus on a de chances de trouver des phénomènes, notamment telluriques.
Et donc, une faille ou un courant d'eau sous une stabulation avec en plus le Wi-Fi maintenant, ça fait une espèce de, je dirais presque le cocktail Molotov, quoi, hein. Ça fait tout un amalgame de choses. Et les vaches étant très sensibles, effectivement, elles peuvent être profondément touchées. On était intervenu plusieurs fois dans des fermes, hein, où il y avait soit des mortalités de veaux très importantes, soit des rendements de lait qui n'étaient pas du tout cohérents. Et ils font appel aux géobiologues, effectivement, après avoir vu tous les problèmes de santé liés donc, à un vétérinaire, hein, bien sûr, tous les problèmes alimentaires. Et après, quand ils ne trouvent rien et que les vaches continuent à mourir ou à donner peu de lait, et bien là, il faut appel à un géobiologue. Et à chaque fois, dans ces cas-là, nous sommes tombés sur au moins une faille tellurique et au moins une cheminée cosmotellurique. À chaque fois. Et à chaque fois, il y a eu, mais on va dire presque instantanément, hein, des changements au niveau des animaux. Et comme tu le disais, bon, au niveau de l'effet placebo sur les vaches, bon, on n'y croit pas trop, quoi. Non, tout à fait. Et on a un exemple comme ça assez parlant. On est intervenu donc, dans une ferme où il avait à peu près une centaine de têtes. Et puis, il voulait passer en bio, donc vraiment, il faisait attention à tout. Hein, il avait tout passé en revue. Il avait une mortalité assez importante pour ses veaux. Et puis, donc, on intervient donc sur. Nous, on détecte une faille en plein milieu donc, de la stabulation. Donc, on intervient sur la faille. Et puis voilà, bon, on fait ce qu'il faut. Et puis, peu de temps après, l'agriculteur revient parce que lui continue à travailler pendant que nous, on faisait aussi notre propre travail. Et puis, il avait donné à manger à ses vaches. Donc, il y avait comment dire, les mangeoires. Je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais il y avait donc les mangeoires qui faisaient tout le long de la stabulation, qui devait faire à peu près une cinquantaine de mètres de long. Donc, il avait rempli, bien sûr, toutes les mangeoires. Et là, eh bien, il nous a expliqué, nous, on ne s'en était pas rendu compte, qu'il y avait toutes les vaches qui mangeaient tout le long. Bon, nous, ça ne nous avait pas semblé particulièrement extraordinaire. Et il nous a expliqué qu'en réalité, les vaches, alors je ne sais plus c'était de quel côté, mais jusqu'à présent, toutes les vaches ne mangeaient que sur la moitié gauche. Et en fait, nous, on avait découvert la faille côté droit. Ou inversement, je ne sais plus. Ce dont je me souviens, c'est qu'en fait, les vaches, instinctivement, n'allaient pas sur le côté de la faille. Et à partir du moment où on a donc rééquilibré le lieu, mais dans les minutes qui ont suivi, les vaches sont allées manger là où elles ne mangeaient pas depuis des mois. Ouais, c'est vraiment de suite, quoi. Le résultat, c'est de suite. Ah, pour les animaux, c'est instinctif. Pour les animaux, je pense au vin aussi. Ah oui, le vin, oui. On avait fait un gros domaine viticole en biodynamie sur Bordeaux. Et il avait sur 4 cuves, je crois, il y en avait 2 qui avaient des problèmes de fermentation. La fermentation s'arrêtait, reprenait, c'était beaucoup plus long. Et donc, on avait trouvé, je crois qu'il y avait faille et cheminée. Oui. Hein. Donc, on avait fait notre rééquilibrage. Et ensuite, effectivement, la fermentation était pareille sur les 4 cubes. Enfin, l'année d'après, hein, bien sûr, après les vendanges. La fermentation avait été vraiment équilibrée sur les 4 cubes. Donc, fermentation du vin, c'est intéressant aussi. Hein. Ah oui, c'est pas évident. Voilà, c'est ça. Ça touche. Mais le rééquilibrage, ça se fait comment dans ce cas-là, dans le cas du vin? Alors, cher ami, c'est tout un travail. Ça. Alors, juste pour terminer là, sur l'exemple que donnait Nathalie, c'est qu'on retrouve ce témoignage justement sur notre chaîne vidéo, où il y a donc ce viticulteur qui témoigne et qui explique les différentes expériences que nous avons faites. Ah oui, parce qu'on a fait des expériences notamment avec un vortex qui changeait complètement le goût du vin. C'était impressionnant. Quoi. Ah oui, alors les vortex, alors c'est quoi? C'est aussi une onde ou comment ça se forme? Alors, ce sont 2 spirales, reliées par un lien. Et ça peut être très grand, je ne me rappelle pas les dimensions, mais ça peut être immense. Et ce sont alors, le vortex est toujours positif. C'est-à-dire que si on est fatigué, on peut se mettre sur une des spires de vortex et puis recevoir de l'énergie. Et d'ailleurs, on fait l'expérience avec les stagiaires quand ils sont en stage. Et on les fait mettre tous en rond sur un des cercles du vortex, de la spire.
Et on active le vortex et là, on voit tout le monde qui bouge dans le même sens. Un peu comme dans le métro. On appelle ça le manège. Ah oui, le vortex, ça, quand on a un tout petit peu de sensibilité, c'est très puissant comme phénomène. Et on les retrouve pareil dans les églises romanes, sur des lieux sacrés. Des dolmens, des menhirs. Comme quoi les anciens, ils savaient où construire. Hein. Bien sûr. Ah, oui, bien sûr. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle de géobiologie, mais en réalité, bon, nous, on est tout petits par rapport à ça, par rapport à ce savoir, et on n'a fait que redécouvrir ce qu'ils avaient déjà, ce qu'ils pratiquaient, en fait, eux, je dirais peut-être pas au quotidien, mais en tout cas régulièrement, quoi. Nous, on a déjà, quand on travaille justement en géobiologie sacrée, ça nous est arrivé d'entrer dans des églises récentes, et en fait, il n'y a rien. C'est comme si on rentrait dans une salle des fêtes et où on aurait mis des statues, une croix, etc. Quoi. On ne ressent rien. Il n'y a aucun côté sacré, il n'y a rien du tout. Alors qu'une église, une église romane, par exemple, on va se retrouver. Alors après, bien sûr, au fil de l'histoire et au fil des siècles, il a pu se passer aussi des choses qui ont pu, alourdir la mémoire du lieu, etc. Mais si on se place sur un point de vue purement géobiologique, on va retrouver justement les réseaux telluriques, les cheminées, les spirales de vortex, etc., qui auront été, on va dire, travaillés en quelque sorte par les initiés de l'époque pour amplifier justement l'énergie du lieu. Et pas seulement par les prières, par tout ça. Là encore, c'est un tout. C'est la disposition des pierres, ça englobe C'est la disposition des lignes énergétiques plutôt. D'accord. Alors, il y a l'architecture, effectivement, sacrée, mais au-delà de ça, il y a l'aménagement, en quelque sorte, des réseaux telluriques et le placement de certains phénomènes telluriques qui vont accentuer l'énergie en général du lieu. Oui, bien sûr. Donc, en fin de compte, quand on achète un terrain, il faut savoir connaître un peu son histoire parce qu'il peut... Dans des régions de France, on peut très bien acheter un terrain où il y a eu peut-être des batailles, ou peut-être il y a eu, je ne sais pas moi, des massacres. Enfin, je pense qu'il faut d'abord connaître, franchement, l'histoire du lieu. C'est peut-être aussi votre démarche. Bon, on ne la connaît pas forcément, l'histoire du lieu. Et donc, on était intervenu sur une maison qui était neuve. Donc, on peut se dire, a priori, une maison neuve, il n'y a pas de mémoire, sauf qu'elle était sur un champ de bataille de la guerre de Cent Ans. Ah donc, oui. La petite jeune fille qui était clairvoyante voyait clairement les massacres, les gens à cheval, elle voyait tout, quoi. Donc, c'était très impressionnant. Donc, quand on a l'habitude et qu'on arrive sur un lieu comme ça, on sent de suite si on a envie de construire une maison ou pas dessus. Quand on ne sait pas, effectivement, l'idéal, c'est de faire appel à des géobiologues pour déjà commencer à faire un travail avant la construction de la maison. Ça, c'est l'idéal. De son emplacement et tout ça. Oui. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que, bon, tout le monde, bien entendu, enfin, des champs de bataille, il y en a eu beaucoup, ou même ne serait-ce que des combats, voilà. Tout simplement, sans parler de bataille. Donc, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, mais bon, on n'a pas besoin, on va dire, d'une bataille pour avoir des soucis. Quand on nous appelle pour, justement, donc, pour l'expertise d'un terrain avant la construction d'une maison, ce qui est important pour nous, c'est de détecter justement si à l'emplacement de la maison, on ne va pas se retrouver sur un courant d'eau souterrain ou sur une faille tellurique. Parce que ça c'est tout aussi embêtant qu'un champ de bataille, par exemple. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est aussi puissant. Oui, il y a, alors je crois que c'était dans les années 50 ou 60, je ne sais plus, il y avait deux professeurs qui avaient fait une étude sur Clermont-Ferrand. Et ils avaient donc retracé en quelque sorte le parcours d'une faille. Et ils s'étaient rendu compte que au-dessus de cette faille, en fait, on retrouvait des maisons où s'étaient déclarés des cancers. Et en fait, ils pouvaient suivre la progression de la faille par rapport aux maisons des personnes malades du cancer. C'est fou. Donc, c'est pour ça qu'on pense souvent, on se dit, tiens, bon, moi ça va, je ne suis pas dans un coin où il y a eu des combats, par exemple, comme dans le Nord ou en Normandie, ou voilà, je suis tranquille. Mais en fait,
les risques de déséquilibre ne sont pas liés, ou même parfois on a des personnes qui nous disent, bon, voilà, moi, ça va, la maison est neuve, donc pas de mémoire, ok. Bon, ce qui est une erreur de penser ça, mais et puis voilà, il n'y a pas eu de suicide dedans, il n'y a pas eu tout ça, ok. Mais si on reprend la maison ou l'appartement d'une personne où on a eu un divorce, par exemple, ou alors un conflit au niveau du couple pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, je dirais que c'est pire. Ou des violences, ou des violences, voilà. C'est pire que d'habiter sur un champ de bataille. En fin de compte, oui, ces personnes-là, bon, par exemple, il y a eu de la colère ou de la violence, ça forme ce qu'on appelle des formes pensées, des égrégores, ça peut… C'est ça qu'on… Oui, c'est ça, ouais. Les formes pensées, en fait, par exemple, on va dire la colère, c'est la plus connue, hein, puisqu'on en a tous de la colère. Eh bien, au bout d'un moment, les formes pensées vont finir par pratiquement se cristalliser et former ce qu'on appelle carrément une entité, et qui va rester dans les murs ou suivre la personne, suivant les cas, à son travail. Et par exemple, une personne en colère qui va aller à son travail, eh bien, elle aura c'est comme un petit nuage noir au-dessus de la tête, là, elle se balade avec ça au-dessus. Elle va au bureau, le collègue également, son voisin est en colère, donc là, ça va faire une égrégore qui va se nourrir. Et c'est comme ça qu'on fait les colères, les guerres. Tout ce qu'on trouve au niveau individuel, on va le retrouver au niveau universel. Et donc, la personne, elle a beau déménager, cette égrégore va la suivre. Ou alors va rester dans la maison. S'il y en a beaucoup, ça reste dans la maison, ça la suit. Enfin, après, ça laisse une empreinte. Ça laisse quand même une empreinte. Alors, heureusement, les énergies d'amour et de lumière, c'est pareil. Heureusement. Tant mieux. C'est toujours l'équilibre. Ouais, non, c'est sûr, heureusement, oui. Et donc, est-ce que aussi les objets sont porteurs de ça, que ce soit les statues, des tableaux, les bibelots qu'on peut par exemple trouver dans un vide-grenier, puis qu'on ramène chez soi? Est-ce que des fois, quand on ramène ces objets-là, on peut aussi modifier quelque chose chez nous? Oui. En fait, les objets, et pas seulement ceux pris dans les vides-greniers. On achète par exemple même un meuble, où on récupère le meuble de la grand-mère qui vient de décéder, et on récupère toute la mémoire qui est attachée à ce meuble. Ah, donc, en fin de compte, il ne faudrait même pas dormir dans un lit… Après, il suffit de le nettoyer. Oui. Je veux dire, rien n'est irréversible. Hein. C'est ça. Il suffit de nettoyer, mais il faut en avoir conscience. Oui, c'est ça, il faut en avoir conscience. Oui, tout à fait. Ouais, non, après, il y a aussi tous les objets qu'on peut récupérer, ou qu'on nous offre, ou qu'on récupère dans des voyages, qui sont avec des énergies complètement étrangères et qui vont venir un petit peu perturber l'atmosphère et l'ambiance de la maison aussi. Donc, un petit coup de nettoyage, entre guillemets, ça va permettre de remettre les vibrations un petit peu plus cohérentes avec la maison. Acheter un souvenir dans tel ou tel pays où celui qui a fabriqué l'objet, on va dire, était peut-être même limite esclave, ou je sais pas moi, enfant en bas âge, ou disons totalement exploité, et lui-même en colère par rapport aux touristes qui vient en fait parader, même si c'est on va dire si ce n'est pas intentionnel, qui vient parader avec son argent, etc. Celui qui va faire cet objet, il peut être justement très en colère par rapport à ce décalage, et même sans le vouloir, sans jeter un sort, il va imprégner cet objet de cette colère. Le touriste achète, par exemple, je sais pas, ce souvenir, on va rester général, achète ce souvenir, il revient chez lui, il met un souvenir plein de colère chez lui. On a eu le cas lors d'une harmonisation où la personne avait, au départ, lorsqu'on commence une harmonisation, on va discuter un certain temps avec les personnes pour savoir pourquoi on est là, pourquoi ils nous ont fait venir, et puis connaître un peu leur histoire. Pas trop pour ne pas être influencé ensuite dans ce que l'on va chercher, mais il nous faut quand même un minimum pour travailler. Et puis, donc, on était dans leur salle à manger, et puis on sentait qu'il y avait un truc qui collait pas, quoi. Et en fait, notre regard s'est porté sur toute une série de tableaux qui étaient sur le mur, qui entouraient, je crois d'ailleurs, sur tous les murs de la salle à manger. Et donc, on a commencé par ça. Alors que dès le départ, on s'est dit, il y a un truc
dans les tableaux, il y a quelque chose qui ne va pas. Et sur un certain nombre de tableaux, il y avait énormément de colère. C'est-à-dire que les tableaux, vraiment, alors j'aime pas trop ce terme, mais ça résume bien la situation, plombaient le lieu. Vraiment, c'était une chape de plomb, en fait. Et avec de la colère. Et à ce moment-là, la personne nous a expliqué, et c'était tous les tableaux donc, que nous avions détectés, hein, il y avait deux peintres qui avaient fait l'ensemble des tableaux. Il y avait des tableaux donc de sa femme qui étaient présentes, et tous les tableaux qu'on sentait, nous, de polarité négative, avaient été faits par un de ses anciens associés et amis à l'époque. Sauf qu'entre-temps, il nous a expliqué qu'ils étaient rentrés en conflit. Et que, eu des procès, voilà, ça avait été vraiment très, très loin. Bon, depuis, l'homme, c'est un homme qui avait peint, l'homme était mort, mais tous les tableaux qu'il avait pu donner, lui, de mon cœur, certainement à l'époque, après coup, c'était, comment dire… Ils se sont chargés négativement, alors. Ils se sont chargés, voilà, de la colère après coup. Et ça, nous, on l'a remarqué aussi sur certains produits, même parfois, les produits, s'ils sont toujours reliés à leur créateur, vont, à l'instant T, s'imprégner de l'émotion de la personne, même après l'avoir donné, 10 ans, après l'avoir donné… Ah, bien sûr, bah oui, il y a son énergie dedans. Oui. C'est fou. Ouais. Alors, ce n'est pas obligatoire, hein, non, si le produit reste lié à la personne. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, les objets, effectivement, ils peuvent être… Et après… bon, moi, je suis vraiment passionné d'histoire. Et donc, une fois, j'étais tombé sur un sabre de l'époque du Premier Empire. Et c'était au tout début où on apprenait la géobiologie. Donc, ça remonte à pas mal de temps. Et donc, on s'amusait à tester les objets. Et d'emblée, nous, on s'était dit, voilà, c'est un sabre. Donc, ça peut être polarité négative, forcément. Et en fait, ce sabre était légèrement positif. Donc, et on l'avait même fait vérifier par notre formateur de l'époque, parce qu'on s'est dit, bon, là, on se fait un film. Et ce qui veut dire qu'il faut vraiment faire attention de ne pas avoir d'a priori. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que même une statue de la Vierge peut être chargée de polarité négative. Ouais. Et une arme, à la limite, alors sans qu'elle soit très positive, sur un point de vue déontologique, ça ne peut pas être positif. Mais là, en termes d'énergie, certainement, c'est peut-être sans doute un sabre qui était resté tout le temps, je ne sais pas moi, dans l'armurerie ou en décoration, j'en sais rien. Voyez, mais voilà, il n'était pas négatif. Ah oui, ça, ouais, c'est vraiment important tout ça quand même, hein, parce que c'est vrai qu'on s'entoure souvent d'objets et on n'en sait rien. En fin de compte, même des livres, hein. Et on est tombé sur des livres extrêmement négatifs, limite magie, quoi. Ah oui, à ce point. Oula, faut que je fasse gaffe, moi j'en ai et pas des livres de magie, des livres en général. Ouais, c'est bon ça. Voilà. Mais tout dépend de ce que l'on met dedans, en fait. Enfin, de ce que l'on met, voilà, de l'intention que l'on met dedans. Oui, voilà, c'est ça. L'intention même de l'écrivain, du fabricant, de l'écrivain, de tout. Du poète. Après, bon, voilà, il ne faut pas être paranoïaque non plus. Hein. On va tout jeter. Non plus, maison vide. Et donc, voilà. Dans certaines maisons aussi, on peut rencontrer, comme par exemple quand on voit des documentaires sur des maisons ou châteaux hantés, qu'il y a qu'on appelle des âmes errantes. Vous en avez déjà rencontré tous les deux tout le temps. Il y en a beaucoup. Ah oui, tout le temps. Il y en a beaucoup partout. Je pense qu'il y en a même de plus en plus parce que les rituels au niveau des enterrements sont beaucoup plus légers, superficiels qu'avant. Hein. Avant, on laissait le mort plusieurs jours chez lui, on récitait les psaumes, ça aidait l'âme à monter. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça et on trouve de plus en plus d'âmes un petit peu partout, donc presque toutes les maisons. Presque toutes les maisons. Mais c'est courant. Pour nous, on a tendance beaucoup à désacraliser tout le côté ésotérique, voilà, château hanté, les choses très… parce que les gens aiment bien, hein, on voit beaucoup de vidéos là-dessus où les gens se font peur dans des endroits, dans le noir et tout ça. Bon, déjà, il ne faut pas les tenter le diable, parce que ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Et ensuite, nous, on désacralise tout ce côté-là. Parce que c'est quelque chose de naturel. On peut aller au supermarché et revenir avec une âme qui nous a trouvé sympa parce que
parce qu'elle aime bien les effluves de cigarettes, elle vous suit parce que vous sentez la cigarette, et puis voilà. Donc, on peut en voir partout et les sentir un petit peu partout, mais ce n'est pas quelque chose de négatif. Sauf que chez nous, comme elles ont une vibration, elles sont si on les sent, c'est qu'elles sont encore dans le monde astral, donc autour de nous. Donc, elles ont une polarité qui est quand même relativement basse, une fréquence qui est très basse, et donc ça va venir nous fatiguer. Hein, des fois, nous, ça nous est arrivé, des fois, oh là, d'un coup, je suis très fatiguée, je ne sais pas ce que j'ai, je suis extrêmement fatiguée. Et en fait, en se testant, on s'aperçoit qu'on a chopé une âme dans le coin. Donc, c'est quelque chose qui va venir nous fatiguer. Dans ce sens-là, ce n'est pas positif. Et d'une, parce que ce n'est pas notre fréquence. Et de deux, parce qu'elle, son chemin, son but, c'est d'aller vers la lumière. Ce n'est pas de rester autour des vivants à venir dire bonjour à tout le monde. Hein. Donc, sauf quand le décès vient d'arriver, auquel cas, effectivement, c'est récent, donc on laisse les choses. Mais sinon, dans quasiment toutes les maisons, on fait monter des âmes dans la lumière. Tout à fait. Est-ce que ça arrive qu'il y en a des âmes qui ne veulent pas monter, qui ne veulent pas, qui sont trop attachées à leur maison, qui ne veulent personne à l'intérieur? Est-ce que ça peut arriver? Beaucoup, ça, on le trouve beaucoup dans le monde agricole. Ah oui. Les agriculteurs qui aiment, qui étaient chez eux, qui aimaient beaucoup leur terre, qui ont travaillé leur terre, des années de dur labeur, après la mort, s'ils n'ont pas trouvé le chemin de la lumière, ils ont tendance à rester là. On en a trouvé plusieurs, disaient c'est chez moi, je ne vois pas pourquoi il y a des gens chez moi, et avec des côtés un peu bougons, un peu à râler, surtout après les femmes, parce qu'ils ont un côté misogyne. Ah oui, ça arrive. Je parle d'âmes un petit peu anciennes, hein, évidemment, oui, du bien début sûr, du siècle, où c'était milieu paysan, voilà. Donc, il y a des fois où c'est même, c'est folklorique, c'est rigolo, quoi. Hein. En fait, c'est toujours pareil. Alors, on est en train d'écrire justement un livre là-dessus sur les âmes. Ah, c'est bien. En fait, surtout, parce que, là aussi, petite parenthèse quand même, c'est que nous, pour l'instant, dans toutes les maisons que nous avons faites, ou tous les appartements que nous avons faits, on n'en a pas encore rencontré, en fait, où il n'y en avait pas. Quasiment. Ah oui. Ah ouais. Mais parce que, là encore, oui, il y a deux choses. C'est que, premièrement, on va dire c'est un phénomène naturel, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a tellement de causes et de raisons pour lesquelles, à un moment donné, une âme, après le décès du vivant, ne va pas monter dans la lumière. Il y a plein de causes. Ça pourrait faire en fait voilà, on fait un livre, voilà, ou une vidéo à part entière, quoi, toute seule pour tout ça. Mais la deuxième raison aussi, c'est que toujours pareil, les personnes qui nous appellent, c'est qu'elles ont des soucis. Oui. Et les soucis, c'est en général une fréquence basse de la maison pour tel ou tel phénomène. Et les âmes vont être attirées, comme les cheminées dont on parlait tout à l'heure, vont être attirés par cette fréquence basse. Donc, du coup, on va forcément retrouver des âmes et des entités non humaines dans ces lieux. C'est obligatoire. Et c'est vrai que des âmes, on en a eu, en règle générale, aussi pour répondre à ta question, c'est vrai que ça se passe assez bien. C'est-à-dire qu'on va négocier en quelque sorte un peu avec elles pour qu'elles montent. On va pas les forcer, on ne peut pas. Enfin, on veut dire, si on veut un résultat, on ne peut pas. Techniquement, on peut l'obliger à monter. Mais en gros, dès qu'on aura le dos tourné, elle va redescendre, en fait. Donc, il faut vraiment négocier et trouver aussi pourquoi elle est restée. C'est-à-dire répondre à son attente. Pourquoi elle est bloquée, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis aussi, chose importante, ça rejoint ce que nous disions en tout début de cette vidéo, c'est que s'il y a une âme donc, dans cette maison avec cette personne, peut-être y a-t-il une résonance, justement, entre cette personne et l'âme. Comme disait tout à l'heure Nathalie, pour les exemples de l'âme qui était liée à l'alcoolisme, et l'âme qui était liée à la folie. Il y avait une résonance par rapport aux prochains habitants. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est important de mettre ça en lumière, et c'est encore plus important lorsqu'il s'agit, par exemple, d'âmes en colère, d'âmes
avec des émotions de tristesse ou de culpabilité. C'est ce qu'on rencontre le plus fréquemment. Et là, vraiment, ces âmes-là auront attiré en quelque sorte la personne qui sera venue dans cette maison. Hein. Mais en même temps, il ne faut pas les voir comme un problème ou comme des ennemis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en lumière cette âme avec une culpabilité, par exemple, ça va nous aider à mettre en lumière la culpabilité de la personne. Et du coup, lui filer un coup de main, en quelque sorte, en lui disant, tiens, toi, par rapport à ce que nous dit ensuite cette personne, comme on disait tout à l'heure, ça va permettre de mettre en lumière ça, qu'elle n'aura pas réparé, par exemple, cette cause de sa culpabilité, et du coup, ça veut dire qu'il faut aussi qu'elle travaille là-dessus, qu'elle comprenne, etc. Mais si elle ne fait pas cet effort, nous, on aurait aidé l'âme à monter, ça, c'est pas du tout un souci, mais elle retombera par la suite sur une autre âme. Oui, c'est ça, on a tiré d'autres. Voilà, il faut aller à la source. Et ce qui est intéressant quand on rencontre une âme comme ça, donc on va rentrer en résonance avec elle, on va essayer de comprendre ce qu'elle fait là, on va éventuellement dater pour savoir depuis combien de temps elle est avec les habitants ou la maison ou le lieu. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va décrypter ce qu'elle a à dire, elle va se sentir entendue et comprise. Et petit à petit, elle sera prête à partir vers la lumière. Et c'est là où on s'aperçoit que dès qu'elle est entendue, écoutée, comprise, déjà, il y a quelque chose qui s'allège et elle est prête à partir. Et en fait, je dirais, c'est presque le drame de tout le monde, c'est d'être écouté, entendu, aimé, toujours un besoin de reconnaissance. Bien sûr. En travaillant avec l'âme, on travaille en même temps avec les personnes et ça fait vraiment une réparation. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, pour avant, c'est vrai qu'on veillait les morts. Et je pense que ça devait déjà aider, on va dire, le passage, le fait qu'elle s'éloigne du plan matériel. Et alors que maintenant, c'est une fois que tu es mort, hop, on t'enferme, on va à la mort, on t'enferme, on ne veut surtout pas en parler, c'est fini. Et en fin de compte, elles restent là, comme tu dis, on les a oubliées. Alors qu'elles, non, elles sont là, elles veulent encore qu'on les écoute, qu'on prenne soin d'elles. Alors que si on ferait tous ce rituel, tous à se dire, sans veiller le mort, mais je veux dire, à continuer à lui parler, à lui expliquer la situation, je pense qu'il y en aurait de moins en moins. Tout à fait, tout à fait. À méditer avec elle. Parce que les psaumes, c'était des espèces de formules magiques. Hein. C'était comme des formules magiques. Et au bout de X temps, là, les 3 jours sont à peine respectés. Je crois maintenant, ça va très vite. Oui, ça va très vite. Oui. Oui. Or, une incinération, pour une âme, c'est extrêmement violent. Donc, ça peut, voilà, il faut vraiment attendre. Nous, on a des personnes aussi, les vivants qui restent et qui sont extrêmement tristes. Il faut attendre, il faut respecter une période de deuil, comme je disais, avant de faire partir l'âme. Bien sûr. Des fois, il faut même attendre 1 an, 2 ans, parce que la personne n'est pas prête à laisser partir. Et souvent, les âmes sont retenues par la souffrance et la tristesse et la détresse des personnes qui restent, des enfants ou des parents. Oui, tout à fait. Ouais, non, mais tout ça, c'est en fin de compte, c'est ce sujet. La mort a toujours été un sujet tabou, toujours été de plus en plus un sujet tabou. Et voilà les désastres que ça fait. Et puis, c'est pour ça qu'il faut vraiment maintenant recommencer à parler de la mort. Et puis, recommencer. Moi, je sais que j'ai mon papa qui est âgé. On en parle tous les deux. Et puis, j'ai bien vu que au fur et à mesure, ça lui fait du bien, ça le rassure. En fin de compte, il prépare même sa mort de son vivant. Il est même en train déjà de se séparer de ses meubles en me disant tu n'en auras pas besoin de ça. Il s'allège. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que je me dis mais voilà, il prépare, il va partir, il sera léger, il sera rassuré et puis il n'errera pas. Oui, parce qu'il y a de moins en moins les gens sont de moins en moins croyants. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont athées. Donc, si on se dit que la mort, c'est juste le corps physique qui s'arrête, c'est un peu... ça donne il n'y a pas de perspective. Alors, si on sait qu'il y a une vie après et que tout n'est qu'évolution et qu'on évolue de vie en vie, moi, je trouve ça extrêmement rassurant.
Et surtout qu'ils oublient qu'on est des êtres énergétiques et vibratoires. On n'est pas fait que d'os et de chair. C'est ça Voilà. qu'ils oublient. Et que l'âme est indestructible. Ouais. Et tous les deux, vous avez des spécificités bien séparées ou Nathalie, toi, tu es plus peut-être dans les énergies ou, enfin, comment ça se passe entre vous? Eh bien, moi, je suis à la base, je suis analyste interprète de rêve. Ah, c'est Hein, bien. j'ai fait l'école du rêve et des profondeurs de Montpellier, qui est de la psychanalyse symbolique. Donc, ça m'aide beaucoup dans ce travail-là. Justement, les géobiologues, je veux dire, chacun va façonner la géobiologie à sa sauce. Et donc, moi, c'est tout ce qui est symbolique et psychologique qui me passionne, hein, en dehors de tous les phénomènes, essentiellement. D'accord. Donc, le symbole est très important. Et pour rebondir sur le côté symboliste, le symbole plug, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, tu m'as envoyé une image. Oui. Donc, je vais la partager à l'écran. Voilà. Si tu peux nous en dire plus sur ce symbole. Ce symbole, je l'ai reçu en méditation. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne sais même plus comment c'est intervenu. Donc, on était en méditation avec un groupe, on était pendant un stage. Et clairement, j'ai entendu un être que je connais, avec lequel on travaille, parce qu'on travaille beaucoup avec nos guides et avec des êtres de lumière, hein, sur la géobiologie. Et donc, ma main a pris le papier et le crayon qui était à côté de moi. J'ai dessiné ce dessin en disant, voilà, ce symbole-là, c'est spécifiquement pour essentiellement le linky, mais des ondes électromagnétiques aussi. C'est venu comme ça, quoi. À force de travailler dans tout ce qui est intuitif, on finit par avoir des messages. Alors, j'ai horreur du mot canalisation, ça je n'emploierai jamais. Mais voilà, une forte intuition et puis quelque chose qui nous dit c'est ça. Et puis à un moment donné, c'est une évidence. Donc, je l'ai dessiné sur le papier, je le partage librement avec qui le demande. Et on a commencé à avoir des retours où les gens nous ont dit c'est efficace, effectivement, pour le linky. Ça marche. Et il faut le positionner d'une certaine manière. Alors, voilà. Je vais repartager à l'écran. Je ne sais pas si tu peux le remettre. Oui, je vais le remettre. La barre du bas qui est horizontale doit pointer, le bout de la barre doit pointer à l'extérieur de la maison. Donc, il peut Celui-là Non, en bas. En bas horizontal. Ah, voilà, celui-là. Là, le bout là doit pointer à l'extérieur de la maison. D'accord. Parce qu'en fait, c'est comme si ce qui m'a été montré, c'est que ça récupère les énergies cosmiques, ça fait un tourbillon et ça les envoie ça prend l'énergie du linky et ça l'envoie à l'extérieur de la maison pour repousser. Alors, il ne faut pas que ça renvoie directement éventuellement sur un voisin qui est très proche, parce que sinon, ça va renvoyer l'électricité sur le voisin. Vraiment d'accord, dirigé. Bon, mais en général, on n'a pas une maison qui est à 3 mètres, donc je pense que ça respecte. Non, tout à fait. D'accord. Mais quitte à mettre la feuille, entre guillemets, à l'envers. Oui, voilà, on n'est pas obligé de le voir. Si, voilà. Ah, non, mais c'est intéressant tout ça, parce que en fin de compte, c'est vrai qu'avec tous ces ondes, toute cette technologie moderne, qui a aussi son côté néfaste, parce que du coup, on est environné d'ondes, et puis je pense que ça aussi, ça s'entrechoque. Enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais parfois on peut le sentir effectivement, surtout pour ceux qui sont hypersensibles. Oui, c'est-à-dire que toujours pareil, hein, c'est encore un cercle vicieux. Donc, on a tout un tas de phénomènes, mais on intervient aussi, ce n'est pas notre spécialité, mais c'est vrai qu'on intervient quand même dessus. Ça nous arrive parfois d'intervenir chez les personnes électrosensibles. À cause, entre le téléphone, les antennes, etc. Alors, après, c'est pareil. Il y a à notre niveau, il y a des choses que l'on peut faire en respectant certaines règles. On peut déjà atténuer. Voilà. Par exemple, après, alors on est pour ou contre. Hein, nous, on donne des conseils. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Mais ne serait-ce que quand on a déménagé, quand on est arrivé ici, où nous sommes là aujourd'hui, donc en 2012, quand nous sommes arrivés en 2012, on en a profité pour laisser le micro-ondes dehors.
enfin, dehors, sans les débarrasser. Hein. Déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, bon, comme tout le monde, nous avons un téléphone mobile, c'est évident, enfin, c'est difficile de s'en passer aujourd'hui au niveau du travail. Par contre, lorsqu'on change notre téléphone, on fait attention à ces émissions, donc ce qu'on appelle la DAS. Oui. Alors, bon, ça maintenant, normalement, ça c'est bon. C'est noté partout. Normalement, c'est noté partout. Mais par contre, quand on utilise le téléphone, toujours avec le haut-parleur, on n'a jamais le téléphone collé à l'oreille. Et puis, autre chose, bon, la nuit, on le coupe. Le Wi-Fi. Enfin, on a même, non, mais même encore au niveau du téléphone. Le téléphone, on coupe le téléphone, hein, parce qu'on ne travaille pas la nuit, donc on n'a pas besoin de nous appeler non plus. Et surtout pas le laisser sur la table de nuit, je pense. Voilà, tout à fait. Si éventuellement on s'en sert comme réveil, il faut de toute façon impérativement qu'il soit coupé. Mettre sur mode avion. Enfin, mode avion. Et puis, et maintenant, aujourd'hui, les nouveaux téléphones, même lorsqu'ils sont complètement coupés, on peut mettre le réveil, ça fonctionne quand même. D'accord. Après, un autre danger, nous qu'on a bien connu, puisqu'auparavant, on avait une société, donc je passais mon temps au téléphone, justement, mais le téléphone sans fil. Ce qu'on appelle le DECT. Le DECT. Ça, c'est pire que le téléphone portable. Ah ouais? Personne n'en parle. Et oui, quand on va au fond du jardin et qu'il continue à capter, il est bien relié à la base. Ouais. Donc, entre la base et ton fond du jardin, il y a des émissions qui sont créées. Tout le monde se fixe en fait sur le téléphone portable, mais un téléphone sans fil, c'est voilà, à la fin de la journée, quand je passais mon temps donc, au téléphone, et pourtant avec le haut-parleur déjà à l'époque, hein, eh bien, à la fin, j'avais mal à l'oreille. J'avais l'oreille qui me faisait mal comme une autre. Et nous avons des appareils de détection au niveau des ondes électromagnétiques. Et je te garantis que lorsqu'on met certains appareils avec une détection sonore, hein, dès qu'on se branche, dès qu'on arrive de la base, enfin près de la base du téléphone, c'est infernal. Donc, si vraiment, bon, nous on n'a même plus de téléphone sans fil, mais si vraiment on ne peut pas s'en passer, il faut prendre un téléphone filaire. Voilà, ouais. Comme avant. Aujourd'hui, il y a des téléphones qui sont faits pour ça et ça fonctionne très bien, quoi. Ça vaut 20 € en supermarché. Hein, voilà. Ah oui, non, c'est sûr. Après, mais il faut y penser. Ouais. Il faut penser à se protéger, quoi, en fin de compte. Enfin, voilà. Ouais. Après, il y a le Wi-Fi aussi. Ouais, alors, le Wi-Fi, l'idéal, dans un premier temps, c'est de le couper la nuit, au moins le soir pour dormir tranquille. Et après, il y a le système qu'on appelle le RJ45, c'est des fils. C'est-à-dire qu'au lieu de se connecter en Wi-Fi directement sur la box, on se connecte avec un cordon RJ45. Et à ce moment-là, Internet passe par le fil, mais pas par les ondes Wi-Fi. Donc ça limite aussi énormément. En filaire. Voilà. Nous, on n'a pas de Wi-Fi, par exemple, chez nous. Nous, tout est en filaire. On a des prises dans les pièces. Et puis, on branche. Et si on travaille avec un ordinateur portable, c'est pas grave. Le temps qu'on travaillera dessus, on aura un fil qui se baladera et puis c'est tout. Mais là, l'ordinateur fixe, l'ordinateur principal, il est branché sur une prise RJ45 et point. Et on n'a pas de Wi-Fi. Ça, c'est embêtant quand on a des ados à la maison parce qu'ils veulent connecter, même jusque dans les toilettes, ils veulent être connectés partout. C'est sûr que c'est plus embêtant. Voilà. Mais si ce n'est pas indispensable, ce n'est pas la peine non plus de se rendre malade, quoi. Non, voilà, c'est ça. C'est ça. Il faut déjà, à notre niveau, on peut atténuer. On peut atténuer. C'est ça. À moindre coût. Et puis, dernier truc, pareil, on n'y pense pas, mais le radio-réveil sur la table de nuit, c'est une grosse source de nuisance. Donc, où on met le radio-réveil, à un moment donné, on en avait un électrique, hein, je parle branché, hein, on le mettait au bout de la chambre. Puis en plus, comme ça, si on a du mal à se lever, on est obligé de se lever. Mais même aujourd'hui, on n'en a même plus. Et si on doit en avoir un, on achète un radio-réveil à pile. Et puis, ou alors le bon vieux radio-réveil qu'on montait comme on avait quand ça existe encore, je crois. Non, mais ils font tic-tac. Moi, j'en ai un. Non, moi, c'est pareil. Ah oui. Mais sinon, moi, un radio-réveil à pile, et puis point, le résultat il est le même. De toute façon, quand on dort, on n'a pas besoin de… En fait, c'est ça. On parle souvent, on se focalise souvent sur les antennes, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a des pollutions qui sont liées aux antennes, hein. Ça, c'est évident. Mais après,
voilà, on va se focaliser sur une antenne, peut-être qu'à 1 km, mais on va mettre le radio relais sur setup de nuit où on va avoir le Wi-Fi toute la nuit. Voilà, où on va se Là, le servir. danger, c'est le Wi-Fi toute la nuit, c'est pas l'antenne à 1 km. Ah non, C'est ça vraiment dont il faut prendre conscience, quoi. Oui, c'est important. C'est très important. Non, mais bon, c'est vraiment un sujet passionnant. On pourrait, je pense, faire des heures d'émission. Il y a tellement, tellement à voir. Et en plus, c'est vrai que ça nous concerne tous. On est tous touchés par ces ondes et puis par tout ce qui pourrait venir du tellurique, de ces phénomènes invisibles. Et donc, mais pour toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus, vous proposez des stages? C'est ça. On a, alors ça, donc on peut retrouver sur notre site internet, on peut retrouver bien sûr toutes les formations. Bon, pour l'instant, forcément, qui sont reportées suite au confinement actuel. Bien sûr. Mais sinon, donc on fait effectivement des formations. Alors, ces formations s'adressent, enfin ces stages plutôt, s'adressent à des personnes qui sont intéressées, on va dire, par le sujet en général. Ensuite, cela s'adresse à des personnes qui veulent devenir géobiologues. Ah, ça c'est bien, oui. Ça s'adresse aussi à des personnes. Alors, je te donne en fait les différents cas, enfin les différentes raisons pour lesquelles les personnes viennent chez nous. Ça peut venir aussi de personnes qui sont régulièrement embêtées justement par des âmes humaines ou par des entités non humaines. Parce qu'il y en a, c'est vraiment l'exemple que l'on donnait tout à l'heure de la personne qui habitait dans une maison proche d'une église. Bon, on ne s'est pas étendu sur le sujet. Je détaille beaucoup plus dans le livre, là en ce moment, mais il était harcelé par des âmes. Les âmes venaient l'insulter même la nuit, etc. Voilà. Donc lui, c'est un ancien stagiaire qui est venu pour régler ce souci-là. Donc voilà, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles les personnes viennent se former. Donc les formations, elles vont porter dans un premier temps. Alors nous, on a fait, on va dire, une progression logique par rapport à nos formations. C'est-à-dire que le premier stage, théoriquement, est celui où on va développer le clair ressenti, donc apprendre à ressentir, à mesurer. Mais après, on peut prendre en fait un petit peu n'importe quand le cursus. On s'est arrangé pour pouvoir rattraper les stages pas encore faits, etc. Enfin, au moins pour pouvoir travailler sur chaque stage. Donc, on va travailler là-dessus. Après, on va avoir un stage spécifique sur les phénomènes telluriques, un stage spécifique sur justement les âmes, entités, mémoire des murs, etc. On a des stages qui sont consacrés aussi ce qu'on appelle le yoga du son. Parce que pour ma part, je suis musicothérapeute énergétique. Donc là, on va travailler sur le son. Alors, pas le chant, mais le son. On a des stages qui sont consacrés à la géobiologie sacrée. Là, on va travailler directement sur des sites sacrés. Et puis, on est dans le Lot, hein, donc dans le sud-ouest, et on a beaucoup de menhirs, de dolmens, d'églises romanes. On a tout ce qu'il faut sur place. Voilà. On en fait un d'ailleurs au mois de septembre en Bretagne aussi. On y est allé en vacances l'année dernière et c'était vraiment trop riche. Enfin, là où on était, c'était vraiment trop riche en phénomènes, etc. Donc, on s'est dit, bon, il faut en faire profiter plein de monde. Donc, on a tous ces stages, mais tous ces stages ont donc le côté, on va dire, l'aspect technique que l'on nous demande, en fait, pour que les personnes puissent faire comme nous. Mais malgré tout, il y a le côté, entre guillemets, on va dire, spiritualité. C'est-à-dire que pour nous, on ne peut pas faire ce métier où on ne peut pas, disons, toucher ou pratiquer tout ce qui est énergétique sans déjà se libérer de ses casseroles, déjà dans un premier temps. Ça, c'est la première chose. Faire un travail personnel. Oui, c'est important. Sinon, en tant que géobiologue, on va se choper toutes les âmes et les entités qui passent. Ça a été mon cas au départ. C'est pas très confortable. Donc, c'est important de comprendre ce qui nous anime à l'intérieur pour voir pourquoi on attire tel ou tel phénomène. Donc, nous, on travaille beaucoup là-dessus. On travaille beaucoup en méditation sur les stages, en ancrage. Voilà, c'est pas juste de la radiesthésie. Tiens, je fais bouger le pendule. Tiens, voilà, on essaie vraiment de faire quelque chose de beaucoup plus complet, de beaucoup plus profond pour que les personnes s'y retrouvent et voient que tout ne tourne pas qu'autour du pendule, mais qu'il y a un vaste champ de
de vibrations, de fréquences limite quantiques qui nous entourent. Et c'est important d'être dans des bonnes énergies et de ne pas rester dans des choses de basse fréquence, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis là, en ce moment, donc, bon, à cause du confinement, donc effectivement, les stages sont reportés. Mais sinon, vous faites aussi des harmonisations à distance. Là, on parle souvent de nettoyage du printemps, rangement, ménage, mais on peut aussi faire, en point de vue énergétique, quelque chose. Donc ça, vous pouvez le faire à distance. Bien sûr. Donc, normalement, enfin, le plus fréquemment, nous faisons les harmonisations sur place, bien entendu. Là, aujourd'hui, enfin, on les fait à distance. Alors, à la fois à la cause du confinement, et puis aussi, bon, lorsque le lieu est trop éloigné, voilà, pour des questions, on va dire, purement financières et puis techniques et pratiques, on va pas, voilà. Donc, on fait effectivement à distance, et ça marche de la même manière en réalité, hein. Là aussi, je prends souvent l'exemple, c'est-à-dire que quand il y a, enfin, tout le monde est au courant de certaines personnes qui aident, par exemple, les gendarmes dans des recherches de disparus, ils travaillent sur des cartes. Ou des sourciers qui peuvent travailler aussi à distance. Donc, nous, on fait la même chose, à la différence qu'au lieu de rechercher, par exemple, un point d'eau, eh bien, on va rechercher tous les phénomènes que nous recherchons lorsque nous sommes sur place. Et ça marche de la même manière. Donc, on va travailler avec le plan du lieu. Et puis, nous allons travailler aussi avec des photos, bien entendu, pour pouvoir bien s'imprégner du lieu et se projeter en quelque sorte dans le lieu. Donc là, on va rencontrer les phénomènes telluriques, enfin, on va diagnostiquer les phénomènes telluriques, et nous allons aussi pouvoir identifier, là encore, les entités non humaines et les âmes humaines, et même pouvoir communiquer avec elles, voir pourquoi elles sont là, etc. Et ensuite, pouvoir, comme disait Nathalie tout à l'heure, les dater, savoir depuis combien de temps elles sont là, à quelles personnes elles sont rattachées. Et ensuite, donc on le fait en 2 temps, ensuite nous communiquons avec les personnes. Et on leur dit, voilà, par exemple, dans la chambre, on a rencontré une âme qui est là depuis tant d'années, qui est liée à telle personne. Est-ce que cela vous parle? Et on continue le travail comme si nous étions sur place. D'accord. Et là aussi, c'est pareil. Donc, quand on fait ça, on fait exprès de ne pas… Alors, on donne une fourchette, bien sûr, d'intervention, en gros 1 semaine, hein, mais on ne dit pas à quel moment on va la faire. Et une fois que c'est fait, on prévient, on fait un petit rapport et on prévient la personne. Et là, alors, en fonction du ressenti de la personne aussi, hein, par exemple, donc la personne dont on parlait tout à l'heure, là, qui avait ces problèmes d'âmes humaines présentes chez lui, lui, il a tout de suite ressenti, dans l'après-midi où nous avons travaillé, il a tout de suite ressenti qu'il se passait des choses chez lui, c'est-à-dire qu'il y avait des changements vibratoires. Mais parce qu'il a beaucoup de ressentis. La plupart des personnes vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de changé, ou alors elles vont se rendre compte au niveau, j'ai eu le cas encore tout récemment, la personne s'est rendue compte que c'était une famille, donc ils étaient 4, et où il y avait beaucoup de conflits. Et d'un seul coup, ils se sont rendus compte que les conflits, en fait, ça allégeait, quoi. Que l'ambiance dans la maison était allégée, et qu'il y avait même des changements de comportement, etc. Donc, il n'a pas ressenti, lui, quand nous avons travaillé dessus, mais il s'est rendu compte qu'effectivement, globalement, l'atmosphère avait changé, quoi. Ouais, elle était plus légère, quoi. C'était moins pesant. Plus légère. Et quand on en a parlé et quand on a communiqué ensuite au téléphone, qu'on a comparé ce que nous avions trouvé et lui, ce qu'il avait ressenti, effectivement, il me disait, oui, tiens, telle personne, du coup, là, maintenant, elle a fait ça, maintenant, je comprends, oui, et puis, par rapport à telle date, telle entité de colère, effectivement, ça correspond à tel événement qui s'est passé dans sa vie, etc. C'est fou, hein. Oui, moi, honnêtement, on est toujours épaté. Même si on connaît le processus, on sait qu'il va se passer quelque chose, etc. Et puis, c'est les retours des personnes qui vont nous aiguiller. Des maisons, on a souvent des maisons en rénovation. Et donc, on avait eu une dame qui est venue en stage du coup après, qui attendait les artisans, mais de manière, ça devenait très compliqué. Les artisans déposaient le bilan. Le receveur de douche arrivait, il était cassé, c'était tout. Elle recevait des poutres pour refaire la toiture, il manquait 3 cm à chaque poutre. C'était l'enfer pour elle, donc ça durait. On est intervenu le samedi. Samedi, ouais. Et le dimanche, elle nous a envoyé un petit message en disant « L'artisan m'a appelé le dimanche pour être là lundi matin ». Ça faisait des semaines qu'il n'y avait pas de nouvelles. Nous, on est impressionnés, on est scotchés. C'est développé comme ça.
Voilà. Ça peut être ça, c'est pas systématiquement ça. Non, non, Et bien sûr. ça peut déclencher, ça peut débloquer des situations rapidement. Mais ça, j'ai lu et entendu des témoignages là-dessus sur des personnes qui n'arrivaient pas à vendre une maison ou un commerce. Et pareil, qui font appel comme ça à des géobiologues. Alors, ça fait 1 an et demi, 2 ans que c'est en vente. Et puis, même les personnes passent devant, ils ne voient même pas la pancarte, même pas la maison, un lieu invisible presque, comme si que la maison était invisible. Et d'un seul coup, il y a un nettoyage qui se fait. Et puis, dans la semaine qui va suivre, ça y est, il y aura les premiers acheteurs. C'est vrai que c'est stupéfiant. Nous, des exemples, on en a pas mal comme ça par rapport à des ventes, par rapport à, par rapport à ça. Là, la dernière vidéo que nous avons mise en ligne, alors la personne dont parlait Nathalie par rapport à la maison en rénovation, c'est pareil, c'est une vidéo qui est sur notre chaîne YouTube. Et donc, je parlais de quelle vidéo juste avant Je les ai, sinon, là, les vidéos. Oui, mais là, on parlait d'un exemple juste avant. Pour les commerces à vendre? Oui, les commerces, voilà. Non, la dernière vidéo que nous avons faite, c'est donc une exploitation. Alors, c'était juste avant le confinement, on a eu de la chance, hein, parce que c'était loin de chez nous, mais bon, voilà, on avait réussi à greffer un voyage en même temps. Donc, on a travaillé sur une ferme et c'est une reprise. Donc, ce sont 2 jeunes qui reprennent cette ferme. Et pareil, donc, alors ils avaient des soucis déjà au niveau du bétail lui-même, au niveau des animaux, plus des soucis, on peut imaginer assez facilement, des soucis au niveau des financements, des autorisations, enfin tout un tas de trucs. Donc, on a fait l'harmonisation. Et puis là, donc ça, c'était début mars. Et il y a quelques jours, j'ai reçu donc un texto, parce qu'on me demandait un petit peu des nouvelles. Et donc, la personne nous a confirmé que, enfin, pareil, elle était contente, quoi. Et contente et étonnée aussi un peu en même temps. C'est-à-dire qu'elle nous a dit vraiment, la situation s'est vraiment débloquée. Et vraiment, elle dit, j'en reviens pas, parce qu'il y a vraiment plein de choses qui, voilà, maintenant, ça coule de source, quoi. Donc, ce n'est pas directement notre travail qui fait ça, c'est un tout, c'est un ensemble. Hein. Mais malgré tout, pour moi, la cause de ces changements, là encore, c'est un changement vibratoire. C'est-à-dire qu'en intervenant sur les phénomènes, etc., et puis en prenant conscience de certains blocages, parce qu'on a travaillé aussi là-dessus, eh bien voilà, ça allège la fréquence, ça fait monter la fréquence, ça fait monter le taux vibratoire. Et à partir de ce moment-là, le taux vibratoire, le lieu ne va plus du tout attirer les mêmes synchronicités. Et c'est ça qui débloque la situation. Ce n'est pas un coup de baguette magique ou c'est pas nous parce qu'on est bon. C'est tout simplement le changement vibratoire qui fait que à ce moment-là, voilà, et on a mis le doigt dessus et voilà, ça déclenche les choses. Les personnes sont prêtes à ce moment-là. C'est un tout aussi. Hein. Oui, c'est un tout. Il faut que les personnes soient prêtes. Oui, bien sûr, c'est important. Oui, non, c'est sûr. De toute façon, je pense que quand elles vous appellent, c'est qu'elles en ont marre. En général. Oui, voilà, c'est des résultats. Des fois, elles nous appellent 1 an ou 2 ans après avoir vu nos coordonnées, le temps que ça fasse son chemin. Et donc, tu parlais tout à l'heure des petites vidéos. Donc, je sais que vous en avez mis sur votre site aussi. Oui, parce qu'on a mis là. Il y a aussi votre chaîne. Donc là, c'est la minute des géobiologues. Moi, mais c'est chouette parce que vous avez créé en fin de compte une série, une mini-série où vous abordez divers sujets et conseils qui pourront répondre à des questionnements. Et c'est vraiment intéressant. Donc là, j'ai vu que sur votre site, voilà, vous les avez regroupés ou sinon sur votre chaîne YouTube. C'est ça. Donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller écouter ces petites vidéos parce qu'en plus, c'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que c'est un sujet passionnant qui pourrait comporter des heures et des heures d'émission, tellement qu'il y a des choses à dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir répondu présent à mon invitation et d'avoir pu partager ce moment. Merci à toi, c'était très sympathique avec toi. C'est très gentil, merci beaucoup. Et puis j'espère à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir Nathalie, au revoir Jean, au revoir tout le monde.